puis en même temps, là, c'est du lâcher prise de se dire: «Bon, cette personne peut pas me donner plus. Elle est à son max. Moi, je suis allé la chercher le plus loin que je pouvais, mais je peux pas donner plus loin que ça». Et puis après tu deals avec, en fait. Tu dis: «Ben, voilà, en fait, elle sera sûrement contente parce qu'elle est tellement pas bien qu'elle s'imagine pas que ça peut quand même donner une photo pas trop mal. Moi, je le sais qu'en la voyant, ça pourrait être beaucoup mieux, mais elle, elle le sait pas». Et puis, généralement, ça se passe plutôt bien. Hello, c'est Laurent. Et la voix que tu viens d'entendre, c'est celle du photographe William Gamuto. Alors que certaines personnes trouvent très tôt leur voie professionnelle, William a pris le chemin de l'image sur le tard, et par hasard. En préparation d'un voyage au Canada, il s'est racheté un appareil photo. Cependant, il ne se doutait pas que cet achat anodin allait modifier sa trajectoire de vie. Bienvenue au cœur de la création. Techniquement, William est un très bon photographe, mais la compétence qui lui permet d'être au-dessus de la moyenne, c'est sa compréhension du contact humain. Il sait trouver la distance juste avec ses modèles. William est une personne à la fois humble et élégante. Alors écoute, bienvenue. Merci. Merci de me accueillir chez toi, dans ton agence. Avec plaisir. Alors il y avait plusieurs manières de débuter cet entretien Mmh mh. et puis la première question que je devais absolument te poser, Mmh. c'est le fameux nœud papillon. Alors Mmh. faut savoir que moi je t'ai vu plusieurs fois, au travail, Mmh. toujours très bien habillé, très classe, le costume. Après c'est pas le costume classique de cadre, c'est quand même le costume souvent assez coloré Ouais, et il y a toujours le nœud papillon. ouais. Alors est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton uniforme? Comment est-ce que Mmh. tu abordes, l'habit et puis l'apparence Mmh. quand tu travailles? En fait, c'est drôle parce que tu m'as vu beaucoup à une période où j'étais indépendant et je travaillais seul. C'était juste avant qu'on travaille en équipe. Et puis, mon identité a un petit peu changé, en fait, ces dernières années. De cette période où on se voyait beaucoup, c'est vrai que je me faisais un peu un point d'honneur à venir en costume. J'ai un ami proche qui est tailleur, en fait, et sa femme est couturière. Donc en fait, je mettais leurs, costumes et accessoires. Donc c'était un peu je mettais un point d'honneur à faire ça, et puis, c'était un peu ma marque auprès des clients. Et puis ces dernières années, ça s'est un petit peu perdu, j'avoue. Donc ceux qui me connaissent d'avant, quand j'étais indépendant, sont toujours là: «Ah, mais c'est quand que tu remets ton nœud pape?» Et puis ça devient assez rare, en fait. Sachant que, ben, voilà, la plupart des jobs que j'ai, c'est beaucoup des jobs Nestlé. Mmh mh. À l'époque, Nestlé, ben, on portait la cravate, hein. Et puis, il y a eu un changement il y a quelques années où il y a eu un nouveau directeur, et puis en fait, ce gars a fait tomber la cravate. Et depuis, ben, moi, j'ai gardé encore mon nœud papillon un petit moment, et puis après j'ai arrêté aussi, par confort ou je sais pas. Et puis, je crois qu'il y a eu un changement un peu dans les tenues de manière générale dans les clients que j'ai, en fait. Et puis moi, j'ai aussi un petit peu abandonné, cette partie-là, malheureusement, mais j'ai toujours mes nœuds papillons qui sont, tous, alignés dans un tiroir, chez moi, et que je regarde avec, amour, hein, mais que je mets pas souvent. Donc tu as toujours cet entre-deux où tu es quand même habillé assez classe, Mmh mais mh. tout en gardant ton caractère, Mmh. en restant toi-même. Oui, oui, ouais, Mmh. ouais. Ben, j'essaye. Après voilà, quand je travaille en clientèle, je suis un peu déguisé, hein, de manière, bah, voilà, que ce soit costume ou même la personnalité. Il y a quand même un bout où quand je suis dans des multinationales pour travailler comme photographe, je vais être un peu moins foufou que quand je suis, à l'agence avec mes collègues, ou qu'on est entre nous, entre personnes, en fait, de confiance dans notre travail et collègues. Hem, c'est vrai que je suis un peu plus calme quand je suis à l'extérieur. Ouais, donc pour être reconnu, mais pas trop quand même. Ouais. Mmh. Ouais, parce qu'il y a quand même un côté où, bah, moi, j'ai pas trop les codes, de ces milieux-là, parce que moi, je fais beaucoup de photos de direction chez Nestlé. Donc c'est des milieux où on te demande d'être assez discret, reconnaissable, mais discret. Et puis on te dit pas forcément bonjour quand tu viens faire un boulot, mais on te fait un petit clin d'œil. On te montre qu'on t'a vu, mais on montre pas aux autres qu'on te dit bonjour. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc un peu spécial là-dessus. Hem Donc ouais, il y a voilà, moi j'ai pas trop les codes, j'ai pas grandi dans une famille où on m'a appris les codes à avoir dans ce type de milieu-là. Donc je me déguise un petit peu quand j'y vais, pour essayer de passer inaperçu, mais pas invisible. D'accord. Mmh mh.
Si on revient à tes débuts dans la photo, Mmh tu mh. tu as expliqué une fois que c'était, bah, un petit peu par hasard. Mmh Tu mh. pas grandi avec, des amis photographes. Non. Ça s'est fait tu raconté à une occasion un voyage, que tu as fait au Canada Ouais, et c'est là que tu as essayé de dépoussiérer un appareil photo que tu as pas retrouvé finalement. exactement. Ouais, c'est juste en fait, si on remonte même à avant ça, je crois que j'ai toujours aimé, faire des photos. Petit, en fait, j'aimais bien cet objet de l'appareil photo. Je pense comme beaucoup d'enfants, hein. Je vois ma petite qui a 2 ans et demi là, elle, nous vole notre téléphone pour faire des photos. Elle sait, ben, voilà, c'est tellement intuitif, hein. Elle sait faire des photos toute seule et je crois qu'il y a un plaisir de déclenchement chez le petit, en fait, qui doit être assez commun. Moi, j'ai vraiment des souvenirs assez forts d'aimer déclencher avec l'appareil photo de ma maman. Alors ça voulait pas dire que j'allais devenir photographe, mais voilà. Et puis, j'avais un petit compact, je faisais des photos moi après adolescent. Ce compact, je l'ai cassé et je l'ai retrouvé en fait sous ma chaise, sous mon fauteuil, juste avant de partir faire un voyage au Canada en 2006 je crois, ou 2007. Et puis du coup, je me suis dit: «Bon, ben, tant qu'à faire, je rachète un appareil photo, heu, un peu meilleur». Donc j'ai pris un petit réflexe d'entrée de gamme et puis j'ai adoré, faire des photos en fait. Mais tu sais vraiment le truc technique, hein. Je crois que j'avais un Mmh. plaisir du matériel en fait sur le moment. Couplé à au plaisir de créer une image et cetera. Mais je crois pas que c'était une recherche artistique en premier. C'était plus: «Tiens, cet objet me plaît». Parce que c'était un argentique ou un numérique? Non, c'était déjà un numérique, c'était, dans tu vois 2006-2007, c'était un Nikon D50, ça devait être, je sais pas, le quatrième boîtier qui sortait, je sais pas, ça commençait à devenir un petit peu, accessible au public. Hem, c'est un des premiers entrées de gamme qu'ils ont fait, je pense, dans cette gamme-là, chez Nikon. Et puis, voilà, je pense que j'avais dû dépenser 600-700 francs, à l'époque pour pouvoir acheter, le kit de base, tu vois? Ouais. Mais ça te plaisait déjà au niveau de Bah, simplement de l'outil finalement? ouais, c'était vraiment moi, j'ai toujours eu un côté un peu, geek et matérialiste, on va dire. C'est pas hyper c'est pas hyper glamour de dire ça, mais je crois que en fait, j'aime bien les beaux objets et l'appareil photo, j'aime bien aussi sa fonction d'objet. Hors son fonctionnement d'appareil à prendre des photos, en fait, je crois que j'aime bien l'objet en soi, son design et cetera. Les vieux appareils et cetera, c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Même si je les utilise pas, j'ai des vieux boîtiers un peu partout, que j'achète au fur et à mesure d'occasion, pas trop cher, enfin voilà. Et puis c'est vraiment ce côté design qui me plaît aussi. Donc je pense que j'ai eu un intérêt, simultanément pour la photo produite et pour la beauté de l'objet. Un peu des 2, ouais. Après, j'ai l'impression que c'est pas n'importe quel objet, c'est quand même des objets, des outils de travail qui te plaisent dans Mmh leur mh. conception, Mmh mh. Mmh dans mh. leur côté très, très physique, très Mmh mh. massif pour certains, où tu Mmh mh. entends que ça fait clic, ça fait clac, tu tournes Mmh. des molettes, C'est c'est vrai. du concret. C'est tu as ce côté vraiment mécanique. Ben, j'étais mécanicien à la base, donc il y a un côté mécanique, c'est pas de la haute horlogerie, mais tu as quand même des mécanismes assez fins, que je trouve assez intéressants. Et puis aussi, tu as ce côté iconique de l'objet, que des stars de la photo ont eu, en fait, tu vois? Quand tu shootes avec un vieux Leica et puis tu te dis: «Ben, voilà, il y a Cartier-Bresson, il a shooté avec ça». Enfin, voilà. Il y a un Mmh. côté aussi où ça te rattache dans une identité et je pense que c'est une chose qui marche assez bien dans les marques. Pareil dans l'automobile, hein, tu vois? Tu sais que telle et telle vieille Porsche était conduite par telle et telle personne et ben, en fait, ça lui donne encore plus de valeur, hein, une valeur qui est pas réelle, en fait, qu'on se construit mais ouais, moi, j'ai vraiment ce côté-là avec les appareils photo aussi. Ouais, j'ai un vieux Hasselblad, un des premiers argentiques que j'ai acheté quand j'étais, jeune photographe et puis, en fait, ça me fait marrer parce qu'il est un je crois qu'il est de l'année où les Hasselblad sont allés sur la Lune pour la première fois, en fait et du coup, enfin, ça me fait rire parce que je me dis: «Ben, voilà, ces boîtiers sont allés sur la Lune». Ils sont d'ailleurs encore sur la Lune, apparemment, ils sont revenus juste avec la pellicule et des cailloux à la place pour le même poids. Mais ouais, c'est des trucs où je me dis: «Ben, tiens, c'est l'objet beau en soi, mais après il ramène à il y a un ancrage dans de l'histoire, dans des gens qui l'ont utilisé». Moi, je pense que je suis pareil, quoi. Quand on Ouais, achète un bel outil, on achète aussi à quelque part, l'histoire qui va avec ouais, et c'est peut-être le prix qu'on paye, quoi. c'est C'est ça, même si c'est un petit peu irrationnel, complètement, ouais, ça nous parle d'avoir, un ouais. histoire une histoire derrière.
Mais je pense que les marques, tu vois, les belles marques marchent vraiment sur ce storytelling, en fait. Voilà, tu t'ancres dans, enfin, tu achètes du Leica, enfin, je veux dire, un Leica, c'est un bel objet, mais au-delà de ça, c'est un objet qui porte une culture, hein. C'est les mêmes personnes qui achètent des Porsche et qui achètent des Leica. J'ai pas de Porsche, hein, mais enfin, pour dire, tu vois? Il y a vraiment ce côté-là où voilà, c'est des directeurs d'entreprise, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens, voilà, un Leica, c'est très cher, hein. Après, au-delà de ça, tu peux les utiliser sur certains travaux. C'est un petit peu complexe de les utiliser sur tous les types de reportages, disons, mais ouais. Et le fait donc tu as un CFC de mécanicien Mmh mh. auto. Mmh. Donc quelque part, ça t'a donné la sensibilité pour pouvoir apprécier, Mmh. un bel appareil et puis Hem, pour bien l'entretenir, bien l'utiliser, mmh. est-ce que ça aide à quelque part ou bien Oui, c'est ben, la personne qui m'a formé à devenir mécanicien, la seule chose que j'ai vraiment retenue de cette formation-là et je pense la meilleure, c'est qu'il m'a dit: «Mais en fait, William, tu verras, cette formation, c'est pas pour apprendre à réparer des voitures uniquement, mais ça va t'apprendre dans ta vie à réparer les choses quand elles vont pas bien». Et puis, il me dit: «Ben, voilà, le jour où ta machine à café, elle sera pâtée et ben, tu vas pas aller, en racheter une, tu vas la démonter et essayer de comprendre pourquoi elle va pas». Alors dans la plus grande partie, majeure partie des cas, tu vas démonter ta machine et tu arriveras jamais à la remonter. Mais un appareil photo, c'est un peu pareil. J'ai essayé d'en démonter quelques-uns, franchement, c'est très spécifique. Ceux que j'ai essayé de démonter, ils ont jamais refonctionné derrière. Donc j'en ai démonté genre 2 et puis tu vois? Mais oui, il y a un côté, une intrigue de l'objet, une intrigue un peu, de comprendre comment c'est fait, de te dire que tu peux y arriver, que tu peux le refaire fonctionner quand qu'il fonctionne plus et tout, mais ouais. comprendre un peu le mystère Ouais. derrière la Ouais, mécanique ouais, ouais, et ouais. puis, Puis de se dire: «Ben, voilà, en ouais, fait, c'est des gens qui l'ont monté cet objet, donc si quelqu'un l'a monté, quelqu'un peut le démonter» et puis ça, c'est vraiment le truc que m'a apporté, le fait de devenir mécanicien, en fait, de faire cette formation, de comprendre qu'en fait, ben, si quelqu'un a pu le faire, normalement, on peut le défaire et le refaire. Alors dans la réalité, il faut des outillages spécifiques, des machines de précision et tout, donc c'est pas toujours possible. dans ton cheminement de photographe, tu as fait d'abord, ben, plutôt de la photo de voyage, des Mmh mh. paysages. Après, petit à petit, tu as fait une petite transition vers plutôt des portraits, Mmh aller mh. plus vers les gens. Mmh. Mais est-ce que tu arrives à définir à quel moment tu t'es dit: «Est-ce que je pourrais gagner ma vie avec la photo?» Mmh. En fait, quand j'ai commencé à faire de la photo, rapidement, je me suis rendu compte que ça coûtait hyper cher le matériel. Donc, avec un ami, proche, qui a commencé en même temps que moi, on s'est dit, ben, qu'on pourrait faire des petits jobs, tu vois? Des mariages, des choses comme ça. Je crois qu'on en a fait un gratuit ensemble. On a commencé notre premier mariage, on l'a fait ensemble gratuit et puis ensuite on s'est dit: «Bon, bah, on aime bien ça». On fait quelques travaux, on demande pas très cher parce qu'on a zéro expérience puis qu'on était vraiment mauvais, hein, mais on s'en rendait pas compte. On a fait des petits jobs, ça nous a repayé du matériel et cetera. Mais lui, il était en formation pour devenir enseignant en sport et puis moi, j'étais en formation où j'allais entrer en formation pour devenir éducateur de l'enfance. Donc c'était vraiment une période de transition dans nos vies. À aucun moment, on s'est dit qu'on allait faire uniquement ça de nos vies, l'un et l'autre. Donc c'était pas un but en soi. En fait, moi, j'allais faire mon école d'éduc, que j'ai faite d'ailleurs et puis, les travaux photos, ça me permettait de racheter du matériel, de vivre comme étudiant aussi parce que, ben, ça ramenait Mmh. quand même un peu des sous. Donc en fait, ça se complétait un petit peu, la photo m'amenait un peu d'argent pour repayer du matériel photo et pour faire des travaux plus intéressants et cetera. Mais à l'époque, moi, j'avais un «rêve» entre guillemets, c'est qu'en faisant ces photos, je me disais: «Mais tu te rends compte si tu étais photographe en fait, puis que tu avais vraiment des gens qui te demandaient de faire des photos?» Et en fait, c'est un truc qui me paraissait fou. Je me disais: «Mais en fait, qui à un moment donné te demande de faire des photos?» Et vraiment je me disais: «Mais c'est que pour les photographes pros». Donc moi j'en suis pas un. Et je sais pas, il y avait une espèce du truc inatteignable en fait. Alors que pas du tout en fait, tu fais de la photo et puis tu te perfectionnes et puis un jour on te donne du taf. Mais ça c'est j'avais l'impression que ça allait jamais être mon univers. Tu t'es dit: «Qu'est-ce qui me différencie d'un photographe pro?» Bah, franchement, moi, à l'époque, je me disais: «Ben, déjà, faudrait que j'aille fait une école». J'en avais pas fait. Je me sentais pas du tout légitime de le faire. Donc je me disais: «Mais en fait, je vais me mettre des tarifs qui sont bien plus bas que les photographes pros, parce qu'en fait, je vais leur laisser leur travail. Ils vivent de ça. Je suis un amateur, je fais des tarifs plus accessibles». Puis enfin, voilà.
Et puis à un moment donné, ben, tu avances avec les années, puis tu te dis: «Mais purée, en fait, mon niveau, il a quand même grimpé». Je suis devenu professionnel dans le sens où j'ai professionnalisé tout mon workflow, en fait. C'était pas juste de faire des jolies photos. Et puis, bah, en fait, au bout d'un moment, tu as des contrats qu'on te confie qui sont quand même des trucs un peu costauds, tu vois? J'avais des jobs chez Nespresso, des trucs pas des trucs très difficiles, mais quand même dans une marque avec une belle renommée et tout. Puis je me dis: «Mais c'est fou, je suis étudiant éduc, je prends congé, je courbais les cours pour aller faire de la photo». Mais voilà, la légitimité, c'est comme si elle était venue avec le temps, gentiment. Puis de se rendre compte aussi que au bout d'un moment, la barrière, elle est plus si épaisse, en fait, entre entre être un amateur qui apprend sur le terrain et être un pro, ben, qui a reçu un diplôme à un moment donné, mais qui a aussi été dans un processus d'apprentissage et qui l'est toujours. Et puis là, ben, ouais, la barrière, elle devient de plus en plus fine. Puis à un moment donné, tu dis: «Mais en fait, est-ce que je ne serais pas pro?» Puis alors là, c'est une grande question, de Oui, mais tu t'es comment est-ce que pas tu ouais, bascules? donc tu as fait un petit peu tes devoirs, tu as fait progressivement, puis tu t'es Ouais. pas retrouvé, c'était pas sauter dans le vide. Tu avais quand même, Ouais, tu avais ouais. quand même des bases, Et donc c'était puis, pas inconscient, tu vois, on ouais. va dire premier boulot, je crois que je l'ai eu en 2007 ou 2008, donc 1 année ou 2 après avoir commencé la photo. 2008, j'ai commencé mon école d'éduc, j'avais déjà pas mal de taf, en photo. Puis à la fin de mon école 2011, 2012, là, j'avais vraiment pas mal de contrats, hein. Je pense que c'était pas foufou, mais je pense que je pouvais quand même sortir à peu près 1 000 francs par mois de travail photo sur toute l'année, tu vois? C'est pas énorme, tu en vis pas, mais déjà, c'était quelque chose. Et puis après, entre 2011, 2012 et 2014, moment où je me suis mis comme indépendant uniquement, en fait, il y a eu vraiment une progression. Hem, Parce que, ben, en Suisse, dans la région, ça passe beaucoup par du bouche à oreille, le travail quand même et les opportunités professionnelles. Et puis moi, j'étais assez libre dans ma tête aussi, tu sais? Je me disais pas: «Il faut que je trouve du taf et tout», enfin, Mmh. je bossais comme éduc, en fait. Donc bah, si on me donnait un taf, je le prenais, je le faisais au mieux parce que, ben, j'avais envie de donner le mieux, quoi. Et puis en 2014, j'ai eu une grosse demande de Nespresso pour faire 600 portraits, puis là, je me suis dit: «OK, tu es dans la merde». Parce que là, il va falloir assumer ou alors dire non. Et puis j'ai dit oui. Du coup, j'ai arrêté de bosser comme éduc. Ah donc tu as quand même atteint ce point où tu avais là Ouais, cette bifurcation, tu t'es dit: oui, «C'est éducateur ou ouais. photographe». Ouais. De 2007 à 2014, on va dire que ça a été une lente progression, mais vraiment personnelle, en fait, et avec les clients. Et puis en 2014, je me suis retrouvé à la croisée des chemins où là, il fallait prendre une décision. Mais je pense que de toute façon, la décision, elle était prise, en fait. C'était juste que à ce moment-là, il y avait un événement qui se produisait, qu'il fallait que le choix se fasse. Mais je pense que même si j'avais dit: «Bon, je prends pas ce boulot», 1 ou 2 ans après, j'aurais fait le même choix, je pense, sincèrement. Ouais, le déclic serait de toute Ouais, façon arrivé. oui, oui, complètement, ouais. Et puis quand j'ai fait ce choix, j'avais quand même déjà une base de clients où je partais pas dans rien, hein. Je pense en 2014, j'avais déjà, ouais, j'imagine à peu près pour 25 000 francs de commandes par année, hein. Ce qui est pas énorme, mais tu sais qu'il y a quelque chose au moins. Il y a quelque chose qui existe. Tu sens qu'il y a du potentiel, Oui, que c'est viable comme ouais. option. Alors bon, vivre en Suisse avec 25 000 francs par an, bonne chance, mais mais voilà. À l'époque, j'étais en couple avec, mon ex-copine, et puis, il y avait une petite stabilité financière qui pouvait exister, donc c'était pas un énorme risque, disons. Et puis ça a marché, puis tant mieux, quoi. Mais ouais. J'ai de la peine à te cerner des fois. Est-ce que tu es un solitaire? Est-ce que tu es introverti, extraverti? Mmh Dans le mh. sens, est-ce que tu te nourris de l'énergie des gens? Mmh. Ou est-ce que ça te fatigue à quelque part de voir beaucoup de monde, de voir Mmh. beaucoup interagir? En fait, je crois que j'ai vraiment les 2, et j'ai aussi des fois de la peine à me cerner moi-même. Heu, je suis quelqu'un de profondément social, j'ai besoin de gens autour de moi, mais j'ai beaucoup besoin d'être dans ma grotte aussi. Heu, Mes collègues, par exemple, me nourrissent beaucoup, émotionnellement et professionnellement. Et puis quand j'ai passé une journée très intense comme ça, j'ai besoin d'être
assez seul, en fait, pendant un moment. J'ai besoin je pense c'est assez masculin aussi comme manière de fonctionner où on va dire, je suis assez extraverti et à l'aise avec les gens et en même temps, j'ai beaucoup besoin de recharger mes batteries seul derrière à laisser mon esprit, vraiment partir dans 1000 questionnements. Mmh, je suis un grand fan de YouTube et cetera parce qu'en fait, ça me nourrit vraiment. Je me pose tout le temps des questions et en fait, en permanence, ça passe d'une question à une autre et puis, c'est vraiment de la pensée arborescente où en fait, ça part avec une question puis il y en a 1000 derrière. Du coup, ça me canalise le cerveau de me poser sur YouTube et de passer d'une vidéo, d'un questionnement à l'autre et tout. C'est des moments de solitude comme ça que j'ai besoin d'avoir un moment comme ça chaque jour où je me recharge un peu comme ça, en fait. Mais ouais et puis quand je suis avec des clients, quand je fais par exemple une journée de portrait, par exemple, où là je donne énormément émotionnellement parce que j'essaye d'être, le plus ouvert avec mes clients pour qu'eux-mêmes soient ouverts à être photographiés en portrait. Heu, je suis lessivé quand je rentre et là, il faut plus me parler. Là, des fois, je rentre à la maison, ben, je dis bonjour à mes petites femmes et puis c'est cool, on mange ensemble et tout. On couche notre petite et là, je dis à ma femme: «Écoute, là, vraiment, faut plus me parler pendant 1 ou 2 heures, quoi», parce que j'ai tellement donné, je me suis tellement investi socialement et ça m'a rendu heureux profondément. Ça participe à mon bonheur, on va dire, mais vraiment derrière, il me faut du calme. Ça Beaucoup, va aller beaucoup de avec la calme. fonction, quelque Ouais, part, oui. ouais, vraiment. Puis il y a des fois des journées, si je suis trop seul et ben, j'ai besoin de faire quelque chose avec des gens et ouais, des fois, j'ai de la peine à me cerner, en fait, parce que je sais pas, enfin, des fois, il y a besoin de monde, des fois, il y a besoin d'être seul. Enfin, ouais, c'est des choses que j'appréhende un petit peu, enfin, j'apprivoise en grandissant, en vieillissant, mais c'est pas toujours facile de se comprendre soi-même. Forcément, je te pose la question Mmh parce mh. qu'au début, tu as commencé seul, puis maintenant tu as une agence. Mmh. Alors, à quel moment est-ce que tu t'es dit: «Bah, il faut que je travaille avec quelqu'un d'autre et puis Mmh. est-ce que je peux travailler avec quelqu'un d'autre?» Ouais. Est-ce que tu as eu cette réflexion, je Oui. pense? Ben, quand j'ai arrêté de bosser comme éduc, en fait, j'en avais un petit peu marre de bosser en équipe. J'avais besoin de prendre mes propres décisions, de pouvoir expérimenter, voilà, avec cet esprit un peu d'entrepreneuriat, on va dire. J'avais besoin d'expérimenter ça et puis après 5 ans, hem, j'ai eu une augmentation de boulot, constante pendant ces 5 années. Bienvenue parce que franchement, j'avais besoin financièrement de pouvoir tourner, hein. C'était pas le cas, c'était pas hyper facile en 2014 et 2015, mais ça a fonctionné. Puis en 2019, j'étais un peu dépassé par la quantité de travail que j'avais. Donc là et puis en plus, je venais de recevoir une lettre comme quoi j'allais avoir un retrait de permis pour excès de vitesse. Enfin bref, les vestiges de mon ancien travail de mécano et la passion de la mécanique et de la vitesse. Enfin bref, je me suis calmé depuis. J'allais avoir 3 mois sans permis de conduire et dans mon travail de photographe, tous les jours, je suis sur la route. Je fais 35 000 bornes par année. J'étais: «Mais comment je vais faire?» Ma femme, elle m'a dit: «Tu oublies, tu comptes pas sur moi». Ou alors pour certains boulots, oui, mais voilà. Du coup, je me suis dit: «Mais attends, j'ai une pote, je crois qu'elle a pas de boulot, elle a une formation de photographe et elle a un permis de conduire. Tiens, je vais la recontacter» et puis en fait, c'est Elsa Meuseau qui est une de mes meilleures amies et qui est une super collègue, que j'ai engagée pour des petits boulots. À la base, elle voulait pas reprendre un travail, voilà, c'était pour des raisons personnelles, elle en pouvait plus du travail et puis en fait, je lui ai dit: «Mais no stress, hein, j'ai surtout besoin que tu m'amènes à droite à gauche, que tu m'aides un petit peu pour la retouche parce que je suis dépassé. Mais si un jour tu es pas en forme, pas de souci, enfin, on s'organise quoi, il faut juste m'amener quelque part». Puis en fait, ça s'est hyper bien passé. On a appris à bosser ensemble, les travaux vidéo, je les ai donnés à son frère en fait, qui est devenu, notre vidéaste, François, qui est en charge de toute la partie vidéo et je crois qu'en fait, ça a pas été un réel choix de construire une agence. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu un retrait de permis, un besoin d'aide vraiment et puis il y avait ces personnes sur ma route qui elles-mêmes étaient un peu désabusées, en fait, allaient pas, chercher plus que ça à se qu'on crée quelque chose. On a essayé, ça s'est hyper bien passé et puis on a construit une agence ensemble. Mais il y a pas eu un moment où je me suis dit: «Eh, et si je créais une agence avec, bah, là on est 9 hein». Bah, voilà, ça a jamais été mon but, en fait. Je voulais juste bosser comme photographe tout seul. Puis, ben, maintenant on est 9.
C'est Donc qu'à ouais. différentes étapes dans l'agence, tu as ressenti un besoin d'avoir une personne en plus pour une certaine fonction. Mmh. Ouais, puis il y a un moment au début, ça fait peur en fait. Tu dis: «Purée, je c'est quand même une sacrée responsabilité d'engager une personne» et ça l'est. Et puis dans la réalité, c'est qu'après s'il y a du boulot qui vient, hem, voilà, en principe, si tu engages des bonnes personnes, que tu es bon avec tes clients et cetera, bah, en principe, il y a plus de travail qui vient derrière. Nous, ça a été notre cas là pendant ces 3 dernières années. Heu, Passer la peur du début d'engager quelqu'un en se disant: «Mais est-ce que je vais devoir le licencier dans 2 mois parce que j'aurai plus les moyens de le payer?» Bah, maintenant on se pose plus cette question-là. Bien sûr qu'on a toujours un petit peu peur qu'il y ait une crise financière ou Mmh. quelque chose qui arrive, ou un client qui est important qui nous lâche. C'est pas le cas, pour l'instant en tout cas. Et puis du coup, j'ai moins peur d'engager des personnes en me disant: «Ben, tiens, pour tel projet, il faudrait qu'il y ait une personne supplémentaire». Et on est un petit peu plus dans, ben, voilà, on a tout d'un coup, on voit qu'on a un peu plus de budget, ben, on va engager une personne pour une tâche spécifique. Donc ouais, mais c'est des choses qui prennent un petit peu du temps. Là, ça fait 3 ans que je travaille en fait, pas juste au niveau de faire des photos, mais que vraiment je travaille sur moi-même, sur ma manière d'être un patron, sur ma manière d'être leader dans une équipe et cetera. Et puis en fait, c'est des choses que j'ai jamais appris en fait et que j'apprends sur le tas et je fais plein d'erreurs et il y a plein de choses qui sont des réussites. Et puis on grandit en équipe, on se pardonne aussi les uns les autres parce qu'on fait souvent des erreurs. Puis en même temps, on a une hyper belle, complicité d'équipe, des moments vraiment géniaux qu'on vit ensemble et puis ça avance bien, ça avance vraiment bien. Mais on y met beaucoup de soin en fait, chacun parce qu'on tient à ce boulot et on tient à cette agence et puis on sent que, ben, les gens sont bienveillants donc ça fonctionne. Donc ouais. Mais je crois que consciemment ou inconsciemment, tu as un petit peu tes critères par rapport aux gens. Mmh mh. Tu vas pas mal au feeling. Mmh Enfin, tu mh. expliquais dans une interview, dans un de tes podcasts avec, Mmh. François, Mmh. que c'est beaucoup au feeling. Est-ce que tu t'entends bien avec cette personne? Mmh. Peut-être même au-delà de certaines compétences techniques, Mmh. même Oui, si tu réponds à un certain besoin, mais ouais, je ouais. pense qu'il y a quand même ça. Ben, en fait, on a engagé des stagiaires ou des personnes pour, leurs compétences et ça a été bien, mais c'était pas forcément les personnes qui matchaient avec l'équipe. On a vraiment appris beaucoup de choses, notamment avec un collègue, qui a bossé avec nous pendant un peu plus d'une année, qui est maintenant retourné, comme indépendant, hem, parce que, ben, voilà, son travail était excellent, mais, ben, le fait de travailler en équipe, c'est pas forcément pour tout le monde. Et puis c'est pas une erreur de casting, en fait, c'est qu'on a tous appris de cette situation-là et qu'on est restés amis et qu'on continue à bosser ensemble, mais d'une autre manière. Puis là, partant de ce constat-là, il y a eu vraiment une grosse réflexion là autour de se dire: «Ben, OK, les compétences, c'est une chose, le diplôme, c'est une chose, mais là, il faut qu'on trouve des gens qui correspondent à la vision qu'on a dans cette agence». Alors déjà, ça requiert d'avoir une vision, ce qui est déjà pas ce qui est déjà pas forcément facile, hein, tu vois? Moi, elle est pas écrite noir sur blanc, ma vision, mais ça demande un peu ça et puis, ben, comme tu dis, c'est du feeling avec les gens. On se dit: «OK», quand on reçoit des personnes, par exemple, pour des stages, ou pour des potentiels, emplois, on dit: «OK, lui, il a vraiment un potentiel de dingue, mais en même temps, on sent que ça va peut-être pas matcher avec l'équipe. Du coup, là, attention parce que l'équipe est fragile quand même». Tu as vraiment ce côté où, surtout chez les artistes, en fait, si un jour tu es un peu moins bien, puis que tu parles un peu moins bien de tes collègues, ben, tu es dans des processus créatifs, donc tu vas enfin, c'est des gens un peu plus à fleur de peau quand même et on est tous un peu plus à fleur de peau ici. On deal avec ça, mais on sait que si on mettrait, quelqu'un de très direct et de très franc du collier et de pas très, diplomate et ben, ça pourrait être blessant pour certains. Ça pourrait être plus difficile de travailler dans ces contextes-là. Donc ouais, on fait un petit peu attention. Ou alors au contraire, nous, on a vraiment un humour très, très développé, on va dire. Donc on se dit, il y a certaines personnes, qui auraient peut-être des susceptibilités par rapport à certains types d'humour, hein, ben, ce serait pas forcément une bonne idée d'engager n'importe qui dans l'agence. Parce que voilà. Donc ouais, c'est beaucoup sur la personne, je pense que ça se joue. Mmh mh. Ce qui est logique parce que tu peux pas Mmh. enseigner le caractère à quelqu'un. Non, c'est ça. Contrairement à certaines compétences techniques, Ouais. Que tu peux acquérir, en fait, avec le ouais. temps. Franchement, nous, on a vu des gens et tous, sincèrement, tous ceux qui travaillent dans cette agence, en fait,
Ce qu'on était il y a 3 ans en commençant et ce qu'on est maintenant, ça a vraiment évolué au niveau du savoir-faire. Énormément, tout le monde. Le savoir-être, ben, on a un petit peu évolué dans ce q tu sais, cette marge possible d'évolution qui est de, je sais pas, 5-10, j'en sais rien. Heu, ou en tout cas, on a trouvé des terrains d'entente entre nous, où on sait comment, bah, moi, je sais comment avec tel et tel collègue je dois parler, m'exprimer, lui demander quelque chose. Un autre, je vais devoir lui demander d'une autre manière, peut-être par l'humour, alors que l'autre, je dois être très direct, pas trop faire de contours. Et puis, en fait, ben, c'est comme dans toute relation, en fait, tu t'apprends à dealer, en fait, à trouver des terrains d'entente, à négocier et puis, ouais, là, en tout cas, ça fonctionne bien maintenant. Mais c'est un équilibre très fragile. On prend souvent des temps ensemble, on en rediscute, on dit: «OK, ben, voilà, il y a une période dure qui vient de passer à se finir. On est tous un peu fatigués, il y a eu des mots un peu plus hauts que les autres, on recentre les trucs, voilà et puis on repart, quoi». Est-ce que tu arrives toujours à garder ton calme? Est-ce que je sais pas pourquoi je te vois un Mmh petit peu mh. en british Ouais. qui reste toujours assez zen, en retrait, puis Ouais. qui explose jamais, mais je pense que tu dois être humain Ouais, alors, ou tu as appris à mmh, te ouais, connaître? en fait, je pense que je suis quelqu'un qui a plutôt de la peine à dire les choses. Je suis quelqu'un qui est très, très, très conciliant. J'ai vécu, une scolarité, sur la fin qui était pas facile. En gros, mes 3 dernières années d'école, ont pas été simples. La 7e année, c'était un peu l'enfer où, j'étais un peu un souffre-douleur dans ma classe. Ça m'était jamais arrivé parce que j'ai toujours été le rigolo de la classe, un peu leader et tout et tout d'un coup, je suis devenu un peu le mouton noir et il y a eu des changements dans l'école et tout, enfin voilà et puis c'était une horreur pendant une année et puis après j'ai appris à faire passer les choses par l'humour. Je suis devenu de nouveau le rigolo de la classe et puis, je pense que de cette période, il y a beaucoup de choses qui ont créé la personne que je suis maintenant, qui m'ont fait évoluer dans un sens, en fait. Autant d'un côté positif sur ma manière d'avoir de la résilience. J'ai beaucoup, beaucoup de résilience face à plein de difficultés dans la vie. Je pense que je les dois beaucoup à ces années-là. Hem, mais le côté négatif, c'est que des fois, j'ai de la peine à dire ce que je pense vraiment, parce que j'ai pas envie de blesser l'autre, parce que j'ai pas envie d'entrer dans un conflit, et je préfère me dire: «OK, je prends sur moi» et Donc il y a un mécanisme où tu absorbes une partie, puis ouais. tu évites un petit peu certains conflits, enfin il y a les Et 2. complètement, Ouais. ouais, complètement. Et puis ça, je l'ai beaucoup avec des gens en fait, plus les gens sont proches de moi et plus j'arrive à être vrai. Ma femme, par exemple, me connaît vraiment tel que je suis. Enfin, je pense que la personne qui voit le plus le vrai William. Et puis des fois, c'est un peu explosif. Donc ça, je dois un petit peu calmer avec elle parce que, ben, voilà, c'est pas agréable pour une personne dans un couple d'être confronté toujours à enfin voilà. Hem et puis peut-être, ben, chez mes collègues, ou chez des clients, mes clients vont jamais forcément voir ce côté explosif. Ils vont voir toujours quelqu'un de très calme face à n'importe quelle situation et je pense que c'est ce qui a fait ma force dans mon travail, c'est que, ben, j'ai beau photographier le président de Nestlé, ben, en fait, même si c'est un petit peu dur à gérer émotionnellement à l'intérieur de moi, il y a personne qui va le voir à l'extérieur, en fait. Les gens croient que je suis tout le temps hyper calme. Je suis pas du tout hyper calme. Je suis speed, j'ai 1000 idées à la seconde, enfin voilà. Par contre, j'essaye de me comporter en société d'une manière qui passe. Donc du coup, je m'infiltre assez bien dans n'importe quel milieu, mais je vais pas toujours être vrai, en fait. Donc c'est dans ces moments que tu puises dans ton Ouais, énergie pour pouvoir, exactement. rester pro finalement et puis, Exactement. faire le job. Ouais, exactement. Puis, ben, mes collègues, ils me connaissent un peu différemment parce qu'en fait, on est au boulot, ensemble, «en sécurité» entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où voilà, je suis plus tendu et puis, je leur fais comprendre parce que ils voient assez vite. Après, je vais toujours être raisonnable avec mes collègues et bienveillant. Mais il y a des fois où ils sentent que il faut pas m'embêter, quoi. Ils commencent à te connaître et Ouais, ouais. Et puis on le sait, mais même entre nous, hein, enfin je veux dire, on n'a pas une hiérarchie super forte dans la boîte, hein, donc moi j'ai aussi des collègues où il y a des moments, je sais qu'il faut pas les embêter trop, hein. Donc ça va dans les 2 sens, en fait. Il y a une confiance mutuelle et puis je suis pas un méchant patron tortionnaire et tout ça. Mes collègues, je pense pas qu'ils ont peur de moi, réellement. Par contre, des fois, il y en a quelques-uns, des fois, qui me disent: «Mais on a quand même la crainte de toi parce que tu es notre chef quand même», mais une crainte positive.
Mais ils ont pas peur de moi, non. Non, non. Plutôt une forme de respect alors? Ouais, une forme de respect, mais en même temps, beaucoup d'amitié, et d'amour quand même, ouais. Donc un respect qui est naturel plus que par Ouais, rapport à la fonction. exactement, ouais. Je pense que par rapport à la fonction, je vais vite, déglinguer, tous les trucs, avant qu'ils se mettent en place, quoi. En général, quand un collègue commence, je lui montre vite, à quel point on peut rigoler dans l'agence et puis du coup, il comprend qu'il a pas besoin d'être très, très sérieux quand on est ensemble. Donc voilà, il y a un peu les 2, quoi. Et comment ça se passe sur le travail quand tu as une séance de portrait? Mmh. Est-ce que tu es du genre à être, très directif, à avoir une idée très précise? Tu as une image en tête? Comment est-ce que tu fonctionnes? Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que face au client, faut pas trop douter parce que sinon ça va le faire douter lui encore plus. Du coup, ce que je fais, c'est que généralement, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je lui fais croire que je sais. Et puis non, mais c'est con, mais en fait, de montrer une certaine assurance, de dire: «C'est ça qu'on va faire», bah, en fait, le client va se dire: «Ah OK, il sait ce qu'il veut faire». Souvent, je sais pas trop. Alors oui, maintenant, je sais un petit peu plus parce que presque tous les 2 jours, je fais des sessions de portrait. Enfin, j'arrive dans un environnement, je sais que tel et tel arrière-plan, il va bien fonctionner, que la lumière, elle est assez belle à cet endroit, donc on va se poser là. Et puis je lui dis: «Ben, voilà, on peut faire ici ou ici. Moi, je trouve que celui-là, c'est le meilleur endroit, mais on peut faire un test, je vous montre». Et puis en général, ça marche comme ça. C'est je suis assez directif. J'essaye de pas j'ai plein de doutes et sur le moment, je me dis: «Mec, si tu laisses tes doutes prendre le dessus, ton client, il va pas être à l'aise, donc ça va être compliqué». Donc même quand je doute, j'essaye de pas le montrer, j'essaye de prendre une décision et des fois, c'est pas la bonne, mais je l'assume et puis je me dis que je rattraperai à la retouche. C'est mais c'est assez rare quand même. Généralement, tu sais, dans les boîtes dans lesquelles on photographie, il y a quand même des beaux contextes, donc c'est jamais des grosses prises de risques. Est-ce qu'il y a eu des fois où ça a coincé parce que le client il dit: «Non, ça je fais pas» ou «Je me sens pas à l'aise Mmh de mh. poser comme ça»? Bon, dans le milieu corporate, ce qui est cool, c'est que les pauses, elles sont pas très, très, créatives, on va dire. Il y a deux trois possibilités, on les explore. Il y a des fois des gens qui me disent: «Ah mais moi j'aime pas croiser les bras» ou «Moi j'aime pas avoir la main dans la poche». Enfin voilà et puis on change de pose et il y a pas de problème en fait, on c'est pas un big deal, tu vois? Les fois où ça peut coincer, c'est plus, quand vraiment le client sait pas ce qu'il veut faire et qu'il est totalement désécurisé lui-même et pas par rapport à moi en fait, vraiment lui est pas à l'aise. Parce que j'en sais rien, son supérieur lui fait peur, parce qu'il va bientôt se faire licencier. Enfin, il y a 1000 choses qui peuvent arriver dans sa vie. Et puis des fois, il y a des fois, on sent des gens quand même qui sont pas bien dans leur peau, quoi. Et puis là, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, si tu dois les mettre à l'aise pour faire une photo, mais qu'eux-mêmes sont pas bien dans leur vie, eh ben, purée, il faut ramer un bout. Puis des fois, ça marche pas, quoi. Et puis en même temps, là, c'est du lâcher prise de se dire: «Bon, cette personne peut pas me donner plus. Elle est à son max. Moi, je suis allé la chercher le plus loin que je pouvais, mais je peux pas donner plus loin que ça». Et puis après, tu deals avec, en fait. Il dit: «Ben, voilà, en fait, elle sera sûrement contente parce qu'elle est tellement pas bien qu'elle s'imagine pas que ça peut quand même donner une photo pas trop mal. Moi, je le sais qu'en la voyant, ça pourrait être beaucoup mieux, mais elle, elle le sait pas». Et puis, généralement, ça se passe plutôt bien. Quelque part les 2, il y a cet accord tacite où chacun se dit: «Ben, Mmh je mh. fais du mieux que je peux» Mmh mh. Mmh. et puis on en reste là. Je pense Ouais. que Puis tu as des gens qui vont pas te donner plus, en fait. Et puis, ben, en fait, tu peux pas voilà, moi, j'ai fait des photos de direction dans plusieurs entreprises. C'est des postes assez enfin, quand même particuliers, tu vois? Un directeur, quelle proximité il tolère avec quelqu'un, tu vois? Avec un prestataire. Et puis ça, tu peux pas choisir à sa place. Alors moi, j'essaye d'être le plus bienveillant possible, le plus accueillant et cetera. Mais si cette personne veut pas livrer quelque chose d'elle-même, je peux pas l'obliger, en fait. Je l'explique pas, je vais pas dire au client qu'il doit livrer quelque chose pour que la photo soit bonne, mais je le sais. Je sais qu'en fait, si je veux obtenir un bon portrait posé de quelqu'un, il faut que cette personne me donne quelque chose d'elle, de plus que d'habitude dans son travail. Ça se fait en 10-15 minutes, hein, c'est pas mmh un truc où je lui demande de faire une thérapie face à moi,
Mais voilà, je lui pose 3 questions: «Ah, vous venez d'où?» Enfin voilà, des questions un peu bateau. Puis j'essaye d'engager un peu la conversation et puis au bout d'un moment, ben, je fais des photos tout en même temps et puis j'essaye de pas trop avoir des temps morts, tu sais, malaisants comme ça où pendant 10 minutes elle doit regarder puis je lui dis rien. Je suis un peu dans un dialogue comme ça, puis clac clac et puis: «Ouais, puis sinon vous venez d'où?» Clac clac et puis tout d'un coup je la fais poser pendant 15 secondes. J'essaye de pas laisser des trop longs moments de tension parce que si la personne devient mal à l'aise, elle se fige en fait. Puis c'est un peu, tu sais, je fais un peu de l'hypnose presque en faisant ça, c'est Oui, que oui, tu es obligé de tu toujours sais, je le suis en train stimuler la c'est personne. ça et puis en fait, j'essaye de la faire penser à autre chose en fait, en permanence et puis d'occuper son esprit pour que son corps puisse être un peu relax, tu sais? Donc il y a vraiment c'est un peu de la manipulation, j'avoue. Il y a une part de négociation finalement, Mmh mh. les portraits, tu es obligé de toujours être en contact avec la personne et puis, Ouais. ouais, il y a cette danse, Ouais, 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 non mais vraiment. cet échange, ouais. Puis des fois ça se passe et des fois tu as des moments de dingue et même si l'endroit est pas fou, la lumière est pas folle, des fois il y a des portraits qui sont mais fous, alors que c'est pas matériellement qu'ils sont fous, mais il s'est passé quelque chose et ça marche. Je sais pas comment dire, mais tu vois l'image après et vraiment il y a un rendu qui va au-delà de juste la plastique de l'image, en fait, hein. Et ouais, quand ça arrive, c'est cool, c'est vraiment cool. Puis d'autres fois, c'est hyper plastique, c'est juste, ben, le contexte est beau, la personne est belle, elle pose bien, on l'a fait en 3 minutes et puis c'est réglé. Mais c'est pas ça que je retiens en général, c'est pas les travaux les plus intéressants, je trouve. Et quand tu es en mode plutôt reportage, documentaire, ou tu es plutôt là pour observer, comment est-ce que tu fonctionnes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que c'est Mmh, plutôt des considérations, techniques? ouais. Bah, ça, j'aime bien. Alors, autant j'aime bien les portraits parce qu'il y a un échange humain, il faut aller creuser, tu sais? Et c'est vraiment des fois, ça me demande au-delà de ce que je suis capable de donner en arrivant, tu vois? Des fois, je me dépasse vraiment. Mais c'est pas de tout repos. Alors que les reportages, tu es un observateur et ça, j'adore. Parce qu'en fait, je suis très, très curieux. Je me pose 1000 questions et je suis très curieux. Du coup, quand il y a des choses qui éveillent ma curiosité, intellectuellement, ça va me nourrir et du coup, artistiquement, ça me donne envie de faire quelque chose. Du coup, si le sujet m'intéresse, je vais me dire: «Mais purée mec, tu es un observateur, essaye de capturer un maximum de choses» et puis ça, j'adore. Par contre, il faudra pas que ce soit 10 fois le même reportage. Je vais le faire 2 3 fois en y mettant une bonne intensité. À partir de la 4 5e fois, si c'est toujours le même truc, j'arrive plus. En fait, c'est comme si le sujet me lassait, en fait. J'ai été curieux au début pour le découvrir, donc j'ai photographié ce sujet et au bout d'un moment, je me dis: «Mais en fait, c'est presque de l'alimentaire, en fait, si je dois le reproduire ce truc» et puis, ben, il en faut, hein, des boulots alimentaires. J'en ai quand même régulièrement, mais quand je vois que ça devient trop alimentaire, j'essaye de le confier à un autre collègue, ce travail, pour qu'il ait un regard neuf sur le reportage. On a comme ça des clients qui nous demandent, tous les mois ou tous les 2 mois, de revenir faire une série de photos chez eux, des suivis de chantier, par exemple et cetera. Puis quand c'est des choses que j'ai trop fait pendant une période, vraiment, j'essaye de le déléguer à quelqu'un d'autre pour avoir ce nouveau regard et une nouvelle envie de photographier. Sinon tu as toujours les mêmes images en tête que tu Ouais, vas ouais inconsciemment reproduire. et la première fois que je fais le boulot, je vais me dire: «J'y vais à fond» parce que j'ai envie de me prouver à moi-même et aux clients que c'est la meilleure décision qu'il ait pris de nous faire venir. Puis quand ça fait 3 4 fois et ben, en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai moins besoin d'aller chercher ces images parfaites, enfin parfaites, ces images où je suis allé au-delà, parce que je l'ai déjà fait la première fois, en fait. Ça sert à rien que je le fasse 5 fois. Du coup, il faudrait que ce soit plutôt un autre photographe qui aille au bout, tu vois? Donc c'est ça qui est aussi pas mal en équipe, c'est que des fois, c'est notre apprenti ou des fois, c'est ma collègue Elsa qui va shooter. Puis les 3, ben, la semaine dernière, on a fait ça. On avait une inauguration d'un garage. J'ai fait le premier jour, Manu, notre apprenti, a fait le deuxième et Elsa, elle a fait le 3e jour. Et puis en fait, les photos sont pas pareilles, mais on y a tous mis une intensité en fait, différente et du coup, ben, ça se ressent je pense dans la globalité du reportage. C'est qu'il y a eu chaque fois un photographe qui revenait découvrir l'endroit. Tout en gardant quand même le la Mmh. même vision. Vous arrivez quand Oui, même à avoir une certaine, oui, alors avec le temps là, ils savent que, on travaille de telle et telle manière et on a une esthétique un peu commune. Après les manières de cadrer, ben, elles sont pas les mêmes, mais ce qui est hyper riche. Du coup, ça amène mais par contre, si tu regardes la globalité des photos, elles sont retouchées en même temps, la colorimétrie, la lumière et cetera, tout est similaire. Par contre, les cadrages,
les angles et cetera sont différents. Du coup, c'est comme si tu regardais de 3 angles différents le même sujet, en fait. Tu as mentionné juste avant le travail avec, l'apprenti. Quelles sont les valeurs que tu essaies de lui enseigner, de lui transmettre? Je pense qu'en fait, ben, là, ce qui est bien avec, le fait d'avoir un apprenti, c'est que c'est un ou même des stagiaires, c'est que c'est des gens qui arrivent dans des équipes où il y a plein de choses qui sont figées, tu sais? Parce qu'avec les années, avec tes collègues, tu trouves des terrains d'entente, des manières de fonctionner et cetera. Puis ça a tendance un petit peu à se cristalliser avec le temps et à devenir un petit peu rigide, plus très créatif, plus trop en mouvement. Et je pense que d'avoir des jeunes qui viennent, enfin jeunes ou moins jeunes, hein, juste des nouvelles personnes qui viennent rejoindre l'équipe, même si c'est pour quelques mois, ça apporte, des questionnements dans ces choses qui se sont cristallisées. Ça ramène du mouvement, en fait. Et je pense que la chose la plus importante dans notre travail, c'est de rester en mouvement, de rester en éveil, de rester créatif. Parce que, ben, c'est un muscle, la créativité, qui doit s'exercer. Et si on prend trop l'habitude de travailler d'une certaine manière, qu'on remet pas les choses en question, heu, je pense qu'on devient moins bon, en fait. On perd un petit peu de sa créativité. Donc je dirais qu'avant les valeurs qu'on va amener aux jeunes qui viennent, il y a déjà tout ce qu'ils nous apportent à ce niveau-là. Ensuite, ben, voilà, ce que nous on essaye d'apporter, à ces personnes qui viennent, c'est déjà de leur dire: «Ben, voilà, c'est un milieu qui est assez concurrentiel, heu, il y a pas beaucoup de place, il y a pas beaucoup de place pour les gens». Nous, on essaye de leur montrer un aspect vraiment hyper positif de ce milieu-là, de leur montrer beaucoup d'ouverture, de leur montrer qu'on a le droit de partager, ses secrets de fabrication. On a le droit de les enseigner du mieux qu'on peut et puis on se réjouit qu'ils deviennent nos concurrents un jour, en fait, ou qu'on les engage. Mais, on se réjouit de ce qu'ils vont devenir et on essaye de pas trop se battre, contre la concurrence. Moi, j'aime bien la concurrence parce qu'en fait, ça nous permet de nous élever et de devenir meilleurs, vraiment. Mais j'ai pas envie de la descendre, la concurrence, en fait. J'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie de rencontrer ces gens, j'ai envie qu'on s'apprenne mutuellement, qu'on se réjouisse des boulots qu'on a les uns et les autres. Et puis je crois que c'est aussi des valeurs qu'on aime apporter en tant qu'agence aux gens qui nous rejoignent, en fait. C'est de se dire: «Ben, voilà, il faut arrêter d'avoir peur des autres, il faut aller les rencontrer, faut partager, faut s'ouvrir un max», même si les gens, en fait, il y a des gens qui vont être malhonnêtes, voilà, on peut pas Mmh. aller contre ça. Puis ces gens, on leur aura offert quelque chose, ils l'auront pris, ils l'auront peut-être détruit, on n'en sait rien, c'est pas grave, en fait. On va continuer à donner et ça, c'est vraiment des valeurs que moi j'essaye de transmettre, hem, de donner malgré tout, en fait. De continuer à être ouvert, de continuer à être accueillant, aimant, de pardonner à voilà, à des gens qui nous font du tort parce qu'en fait, on en a, hein, des agences ou des clients qui sont des fois malhonnêtes. Ben, voilà, on leur dit qu'on travaillera plus avec, hem, mais que c'est OK, qu'on va pas s'arrêter à ça, en fait. On continue à avoir le dialogue, la partie humaine, mais que voilà, tout ce qui est professionnel va s'arrêter. Ça arrivait quelquefois, très rarement, mais ça arrive. Mais c'est sain d'avoir cette ouverture de dire: «Ben, voilà, on a une concurrence, une saine concurrence, Mmh mh. on fait notre truc, on Mmh. fait pas notre recette secrète, on voilà, c'est pour tout le monde» et Ouais, puis si on a des mauvaises expériences et ben, ouais. ça arrive. Après c'est hyper, ouais, c'est un travail de tous les jours, hein, parce qu'en fait, je suis pas plus parfait qu'un autre, hein. Franchement, quand moi je vois, des super jobs que des collègues ont fait, souvent ce qui vient en premier c'est de la jalousie comme sentiment quand même. Parce qu'en fait, j'ai envie d'aller chercher ces mêmes images et quand je vois un collègue qui fait un beau travail ou qui a du succès, en fait, souvent j'ai quand même un sentiment de jalousie en premier. Et c'est pas que je m'arrête à ça, je me dis pas: «Mec, tu es une ordure d'avoir ce sentiment», parce que c'est très humain. Je me dis: «Mais en fait, tu as ce sentiment maintenant, on va aller au-delà». OK, qu'est-ce que tu peux lui souhaiter à cette personne? Est-ce que tu peux te réjouir pour elle? Est-ce que voilà, enfin et je pense c'est vraiment d'essayer d'aller plus loin. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est comme ça que je considère, mon travail. Si le jour où je deviens jaloux, où j'essaie de cacher comment je fais les choses, de plus partager et cetera, en fait, il faut que je change de boulot. Parce qu'à ce moment-là, je serai devenu l'humain que j'ai pas du tout envie d'être et j'espère que ça m'arrivera jamais. J'espère ne pas être, trop aigri maintenant et ne pas le devenir, plus en vieillissant quoi, mais voilà, puis de conserver cette manière, cette vision du monde-là, en fait.
Mais moi, j'ai vraiment une vision de j'aimerais donner sans attendre en retour, en fait. C'est ça ma vision. J'y arrive pas tout le temps, vraiment, hein, je suis pas parfait. Par contre, de cultiver ce côté de je vais donner malgré tout et tant pis si les gens bousillent, ce que je leur donne, en fait, c'est pas grave. Tu donnes sans avoir trop d'attentes. Ouais, alors, c'est facile de le dire, hein, mais mais voilà, quand ça se passe mal, j'essaie de me dire: «Mais en fait, tu as donné, ça a pas été réceptionné de la manière dont tu l'imaginais, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de donner» et puis ouais, mais ça demande beaucoup de travail et souvent c'est décevant et souvent c'est pas facile à encaisser, mais ouais. Quels sont tes projets pour l'agence? Est-ce que tu veux garder la même direction tout en évoluant? Mmh. Est-ce que tu as Là, on est arrivé à un ouais, point où en 3 ans, on a structuré une équipe. On est 9 là, dont 3 personnes en formation, donc 6 employés, 3 personnes en formation. En termes de taille d'agence, je pense que moi, j'aime bien les petits groupes. Je suis quelqu'un qui est pas à l'aise dans une soirée où il y a 200 personnes. Je suis quelqu'un qui aime un petit groupe, heu, 8 à 12 personnes, on va dire, dans ce groupe-là, on peut tous dialoguer ensemble. On a des moments privilégiés les uns avec les autres. Il y a pas de sous-groupe trop qui se crée, tu vois? la J'aime taille bien c critique? Ouais, c'est ça. En fait, j'aime bien cette taille de groupe encore qui va jusqu'à 12. Théoriquement, c'est ça qui se dit. Je trouve que c'est hyper agréable. Moi, je me sens à l'aise dans une soirée avec cette quantité de personnes. Au-delà de ça, je deviens un petit peu mal à l'aise. Moi, sur une scène face à 200 personnes, je suis un peu un showman, donc je vais jouer le truc, mais j'ai aucun plaisir. Alors que s'il y a, 8-12 personnes, puis qu'on se marre entre nous, j'ai du plaisir là-dedans. Du coup, un peu ma barrière, tu sais, voilà, je pense que l'agence va rester dans cette dimension-là. Si ça venait à grandir, hem, je pense qu'il faudrait revoir un petit peu la structure. Est-ce que c'est 2 lieux séparés? Je sais pas. Mais en l'occurrence, c'est un peu ça ma vision. Pour l'instant, rester un petit groupe et puis, là, on est arrivé vraiment, donc je parlais de la structure où ces dernières années, on a structuré. Là, on a besoin d'aller plus loin maintenant dans ce qu'on produit. On a vraiment besoin d'aller chercher des travaux qui sont plus intéressants, d'aller chercher plus loin dans notre créativité, on s'est un petit peu, c'est pas qu'on s'est endormi, mais en 3 ans, on a posé les bases, on est à l'aise dans ces bases et maintenant, si on s'arrête à ça, on va juste devenir des fonctionnaires et ce serait un petit peu dommage parce qu'on vraiment, je pense que l'équipe a d'autres choses à créer. Mais là, on en a beaucoup parlé en équipe et on était tous d'accord là-dessus, en fait. Il faut qu'on aille chercher des autres choses, en fait. Prendre Même des risques, prendre des risques. Alors bien sûr que les travaux alimentaires, on va les perpétuer parce que tu peux pas aller tous les jours, chercher des trucs ultra créatifs, en fait. Au bout d'un moment, ça te demande trop d'énergie. Mais d'aller, voilà, toutes les temps de semaine ou les temps de mois, se dire: «On fait un projet plus créatif». Même si ça paye pas, même s'il faut donner de l'énergie, même s'il faut payer pour le faire, dire: «En fait, c'est quoi notre ADN créative, artistique, en fait?» Et là, on a besoin d'aller l'explorer maintenant. Et là, je pense que, ben, voilà, pour ces, je pense 2 prochaines années ou 3 prochaines années, notre challenge, c'est vraiment d'aller puiser en nous, dans ces artistes qu'on a qui sont en nous, en fait. Dire: «Mais voilà, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer?» Et là, on a de quoi aller chercher. On a été sécurisé là pendant 3 ans, on a du boulot, on a tous un salaire, on a pu racheter du matériel, enfin ça fonctionne, ça tourne. Maintenant, il faut aller chercher plus loin pour pour être fier de ce qu'on produit. On l'est déjà, mais pour aller plus loin, quoi. d'aller chercher ces projets un petit peu vitrines qui sont plus audacieux, Mmh qui mh. qui vous permettent d'évoluer. Mmh. Que ce soit, du projet vitrine, ça c'est sûr, alors d'avoir des trucs qui sont plus waouh, et puis aussi d'aller chercher des projets qui sont peut-être moins vitrines, mais qui sont plus, des projets qu'on a dans nos tripes. Moi, ça fait des années que j'ai envie de re j'étais allé en Europe de l'Est, j'étais allé au Kosovo pendant 10 jours, faire de la photo argentique avec mon Hasselblad justement. Pour moi, c'est mon meilleur reportage. C'était en 2010 en fait. Ça fait 13 ans que j'y suis allé et en fait depuis ça, ben, ça reste mon meilleur reportage selon moi, tu vois? Et je me dis des fois: «Mais purée, mais repars une semaine» et c'est tous des trucs où voilà, maintenant il faut vraiment aller chercher ces choses-là en fait, pour s'extasier aussi en tant qu'artiste.
Mais tu arrives à dire pourquoi c'était ton meilleur reportage? C'était des conditions spéciales? Je pense que c'était émotionnellement. En fait, ça a été un tournant dans ma vie, où je suis parti seul en voiture avec mon appareil photo et puis j'ai été accueilli là-bas dans une famille que je connaissais pas en fait, que j'ai rencontrée sur place, où il y a eu des liens très forts dans la famille en l'espace de quelques jours. Hem Et je crois qu'il y avait une intensité telle que forcément ce qui en ressortirait, soit ça allait être nul, soit ça allait être génial. Je sais pas comment dire, il y avait pas de place pour juste quelque chose de, il y avait pas de place pour juste quelque chose de lisse, en fait. Soit c'était quelque chose que j'aurais détesté, soit c'est quelque chose que j'adore et du coup, pour le coup, c'est des photos que j'adore. Mais tu Elles sont pas particulièrement géniales, hein, la réalité c'est ça, c'est que c'est moi qui les adore. mais tu étais obligé de t'impliquer, d'aller vers les gens Mmh pour que mh. ça fonctionne. Ouais et puis j'étais seul aussi, ça fait bien la différence. J'ai rarement voyagé seul. Hem, les f les fois où j'ai voyagé seul, j'ai réussi à faire des photos qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et chaque fois que je voyage, avec ma femme ou en famille, enfin voilà, hem, il y a rien de très intéressant sincèrement. C'est des photos de famille en fait, tu vois? Et du coup maintenant je fais même plus l'effort, hein. Quand on va en famille en vacances, je fais des photos de famille. Donc à l'iPhone ou même avec mon appareil photo, mais ça il y a aucun but, artistique derrière, vraiment. Tu acceptes que c'est Ouais, autre chose, ouais, que ouais. c'est ouais, que c'est à Par contre, part, ouais. des fois, faudrait se dire quand même, mais bon, allez, là, faut se botter, je pars une semaine faire un projet, tu vois? Mais je le fais jamais, en fait et c'est pas par manque de moyens ou par manque de temps, enfin, c'est et tu on trouve tous enfin, non, c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est possible de trouver une semaine de temps en temps dans sa vie où tu te dis: «Je fais un truc seul pour moi, en fait» ou pour quelqu'un d'autre, mais ouais mais des fois, il faut un peu se motiver, puis ça, j'ai un peu de la peine des fois. Il faut faire cet effort pour créer Ouais, cette parenthèse. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais. On verra, hein, peut-être que cette année, il y a quelque chose qui va se faire, mais vu que l'agenda, il se remplit, avec les boulots, c'est des fois dur de se dire: «Tu es loin une semaine». Du coup, c'est tout ça que tu peux pas être avec tes clients, donc ça met quand même un petit peu en péril la santé économique de ta boîte et puis, ben, en même temps, ben, partir seul, ça veut dire que, ben, ma femme reste ici seule avec notre petite, donc est-ce que, c'est correct de lui imposer ça? Enfin, voilà. D'ailleurs, en parlant de ta femme, elle a été présente, durant une bonne partie de ton parcours, Mmh mh. en tant que photographe. Mmh mh. Quelle a été, son influence? Mmh mh. Est-ce que tu as changé Mmh. sur le plan photographique après, ou même personnel, mais Hem, ouais. En fait, bon, ma femme, elle a fait des boulots avec moi en photo, déjà au début où on était ensemble. Je lui ai filé un appareil dans les mains, j'ai dit: «Maintenant, tu es photographe comme moi». Ça fonctionne comme ça. L'ouverture, ça fonctionne comme ça, la vitesse comme ça. Puis elle me disait: «Je comprenais rien, enfin, je comprends rien». Je dis: «Non, mais Karine, maintenant, tu vas comprendre. Dans 10 minutes, tu as compris» et réellement, elle comprenait. C'était trop bien. Je lui laissais pas le choix, en fait. Elle devait comprendre parce que j'étais un peu face au mur pour certains boulots où j'avais besoin de quelqu'un pour me filer un coup de main. Du coup, je lui réglais son appareil. Tu vois, j'avais 2 boîtiers les mêmes. Je lui mettais un objectif un peu complémentaire par rapport au mien. Je disais: «Tu vas faire juste ça. Ton petit carré du centre, tu le places sur le visage de la personne, ça fait la netteté et ensuite tu appuies à fond le bouton, ça déclenche. Si tu vois que c'est trop clair, tu fais ça avec le bouton. Si tu vois que c'est trop foncé, tu fais ça». Mais très, très basiquement et elle m'a sorti des images de dingue. Notamment, elle a fait, la couverture d'un magazine Nestlé avec une de ses images et j'étais moi aussi sur ce reportage. Donc tu imagines, je fais ça avec ma femme et c'est sa photo qu'on choisit pour faire la couverture d'un magazine Nestlé. J'étais: «Ah bon, bah, OK». Trop forte ma femme, hyper forte. Hem Et puis du coup, heu, voilà, on a fait ces travaux ensemble. Maintenant, elle fait quasiment jamais de la photo, pour le boulot parce que, bah, on a eu un enfant, puis qu'on n'a plus le loisir d'être les 2 à faire des photos. Par contre, ce qu'elle a beaucoup, beaucoup apporté, c'est de la liberté, en fait. C'est fou. En fait, elle a vraiment de la force là-dedans, c'est que, elle me laisse énormément de liberté. Elle me fait hyper confiance dans la vie de l'entreprise. Enfin, tu vois? Même enfin, financièrement, ça implique notre famille quand même. Elle me fait hyper confiance. Elle me laisse être à fond dans mes projets, être libre. Voilà, donc je pense que comme entrepreneur, tu peux pas rêver mieux comme femme, en fait, parce que du coup,
elle est rassurante derrière. Elle me dit: «Bah, vas-y, c'est bon». Et puis, ben, il y a pas besoin de se justifier pendant 1000 ans, elle sait pourquoi je le fais, quoi. Et puis Elle a ça f elle a été sur le terrain, donc elle comprend mmh mh. ce qu'est le métier, Mmh. en tout cas en partie. Ouais. Ouais, puis elle voilà, elle est aussi indépendante, hein, donc elle est prof de yoga et de pilates, donc au fi elle se rend aussi compte de ce que ça signifie d'être indépendant. Et puis, ben, il y a eu un choix familial quand même quand on a eu notre petite de se dire: «Ben, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de notre vie familiale et professionnelle chacun?» Il se trouve qu'à l'époque, c'était mon entreprise qui pouvait faire vivre la famille et pas la sienne, à ce moment-là. Donc c'est pas une question d'homme et femme, hein. Là, c'était vraiment on s'est dit: «Bon, ben, voilà, comment est-ce qu'on fait pour vivre en tant que famille et qui met plus d'énergie dans son boulot que l'autre?» Et puis, ben, il se trouve que, voilà, l'agence était déjà existante, donc c'est moi qui travaille plus, pour ramener de l'argent. Et puis elle travaille, plus à la maison, à s'occuper, quotidiennement de notre petite, en fait. Donc voilà, puis moi j'ai quelques moments dans la semaine privilégiés où je suis avec ma fille et pendant que Karine va donner des cours, de yoga et de pilates. Mais j'avoue, c'est quand même le 80 je pense, c'est plutôt moi qui dois être très disponible pour les projets et puis Karine qui prend beaucoup sur elle et sur son temps pour avoir de la liberté et faire en sorte que cette entreprise, elle avance aussi. Mais cette entreprise qui est aussi la sienne, en fait, donc qui est tout autant la sienne que la mienne, donc voilà. Ah, parfait. Merci. Dernière chose, on peut retrouver, vous avez un site pour moto où on peut Ouais, retrouver la plupart quelques ouais. travaux? On a notre site, agencemouto.ch où on a, c'est un peu un site vitrine, hein, où on a juste des travaux un peu, standards dans ce qu'on sait faire le mieux, qui sont représentés. On a notre page Instagram Agence Mouto aussi. Heu et puis voilà, moi j'ai ma page enfin moi je mets plus rien sur Instagram, hein, j'ai une page perso mais voilà. Je suis pas un grand fan des réseaux sociaux, alors on le fait professionnellement parce que c'est important de le faire dans notre cas de figure, mais ouais, moi je vais assez peu, on va dire. Ça c'est vraiment le vieux comme je parle là. Mais ouais. Et puis il faut pas que j'oublie, vous avez aussi votre podcast, donc Oui, Anti-Popcast. Anti-Popcast où on reçoit des photographes, vidéastes, filmmakers, des gens qui font du drone, enfin voilà, un petit peu des gens du métier. Et là, c'est un peu là tu vois, on parlait avant des valeurs dans notre travail, d'être ouvert aux autres et cetera. Alors c'est un podcast qui nous coûte de l'argent, qui ramène absolument zéro, mais qui va dans notre vision d'agence de s'ouvrir aux autres, de réunir les gens. Hem, voilà et puis un côté de contact aussi qui est hyper agréable parce que du coup, ben, tu rencontres des gens exceptionnels qui font hyper bien leur travail et puis, ben, ça te donne aussi des idées en fait finalement. Donc ouais, Écoute, merci et merci à puis, toi ouais, Laurent. bonne suite à toi et puis à toute l'agence. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce temps, pour venir, écouter, le directeur de Muto. Non. Non, non. C'est maintenant qu'on voit ton vrai visage. Ouais, c'est ça. Non, non, là, j'étais très, très vrai dans ce podcast, donc je suis plutôt voilà, ça c'est le vrai William quand même. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été réalisé et produit par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Ma liste d'invités est pour l'instant un peu courte. Alors si tu as en tête quelques noms d'artistes que je pourrais inviter, ou si toi-même tu aimerais participer à l'émission, envoie-moi un message à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens dans un mois avec un nouvel invité. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.